Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo hebdomadaire pour faire le point un petit peu sur les marchés. Donc, pas de gros changements cette semaine, on a eu plutôt une semaine de temporisation qui a été fort agréable dans le sens où justement, voilà, on est un petit peu au milieu du gué. Au milieu du gué puisque, comme vous le voyez, si on regarde sur notre CAC 40, on a eu un certain nombre de membres de la Fed qui sont venus pour bien nous expliquer ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire que même si en effet les stats d'inflation commencent un petit peu à se résorber, ce n'est pas suffisant pour que la Fed change son fusil d'épaule. Certes, c'est suffisant pour que certainement elle réduise la hausse de ses taux, la vitesse de hausse de ses taux et la force dans la hausse de ses taux. Donc en gros, revalider ce que Powell nous avait déjà dit à la dernière réunion, c'est-à-dire du 0,5 pour décembre. Mais en aucun cas, on va d'ores et déjà faire le pivot. Donc ça, je veux dire, il n'y a pas vraiment de surprise, et c'est pour ça également qu'on a vu le marché qui n'a pas vraiment réagi dans le sens où, à se dire, oh mon Dieu, on s'est trompé, la Fed ne va pas faire le pivot. Non, en fait, le marché réagit dans le sens où il a bien compris que la définition de pivot, dans un premier temps, c'est le fait qu'on va moins monter les taux. Et donc, on va certainement faire du 0,5 et après, on partira sur du 0,25. C'est ce qui va permettre à la Fed, tout simplement, de garder de la cohérence dans son discours, d'éviter de changer son fusil d'épaule et de perdre à nouveau sa crédibilité si jamais l'inflation repart, et donc de se donner du temps, de se donner 1 ou 2 trimestres justement en montant un petit peu moins fort les taux, en étant donc du coup en faisant baisser un petit peu la pression sur la pression de liquidité sur le marché obligataire pour éviter qu'il y ait un certain nombre de remue. Et ça va permettre de donner du temps aux statistiques pour venir nous confirmer qu'on a bel et bien une désinflation et surtout quelle est la vitesse de cette désinflation. C'est ça maintenant qui va être le plus important. C'est non pas la désinflation, c'est quelque chose qui est globalement acté, le fait qu'on a atteint le pic d'inflation, tout du moins à court terme. C'est l'idée maintenant, c'est ok, à quelle vitesse on va décélérer cette inflation. Parce que de là, on va faire la ramification avec le « oh mon Dieu » et la récession en 2023. Est-ce que on va réussir à éviter la récession, à faire du ralentissement économique, mais donc à ne pas faire de récession, ou est-ce qu'on va vers une récession dure et auquel cas on blâmera une nouvelle fois la Fed en disant qu'ils y sont allés trop vite, trop fort, et que maintenant il faut qu'ils fassent volte-face. Mais pour le moment, globalement, nous n'y sommes pas. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, voilà, c'est qu'on est globalement dans une sous-vague toujours à ce stade-là. Et ce qui est le plus important pour nous maintenant, c'est comment on va digérer la hausse que nous venons de vivre. Soit on la digère lentement, un petit peu à l'image de cette semaine, donc avec des consolidations à plat, un petit peu de zigzag, etc. Et c'est ce qui nous permet de construire dans cette zone-là, de permettre de créer une moindre volatilité, donc de retrouver un petit peu des couleurs et de la confiance. Cette moindre volatilité va aider un petit peu à retrouver de la confiance. Ou au contraire, est-ce que les vendeurs reprennent la main assez facilement, un petit peu comme cet été, et on recasse globalement les supports, comme dans du beurre, et auquel cas, voilà, il faudra interpréter ça comme le fait que c'est qu'une sous-vague, et que le marché éventuellement s'inquiète sur la récession. Donc pour l'instant, le marché, il est en mode désinflation et soft landing au niveau de la récession, c'est-à-dire une récession pour l'instant qui ne fait pas peur. Quand on parle un petit peu avec un certain nombre de gens qui sont dans l'industrie, on voit très bien que jusqu'à présent, la majorité des entreprises ont réussi à augmenter leurs tarifs, pas qu'un peu. Ça a un petit peu grincé des dents, mais globalement c'est passé. Donc ils ont réussi à compenser plus ou moins la hausse des prix à la production, la hausse de leurs coûts par la hausse des prix de vente. Ils ont quelques baisses de vente, mais pour l'instant, les marges sont globalement conservées. La grosse question, c'est pour les 3 à 6 prochains mois, puisqu'on se retrouve maintenant avec un certain nombre d'entreprises qui ne peuvent plus passer des hausses de prix, alors ils vont encore essayer, mais ces hausses de prix-là risquent d'avoir un impact sur la baisse de leurs ventes bien plus important, et donc globalement, on risque à ce moment-là de vraiment commencer à impacter les marges. Donc il ne faut pas oublier que le marché, c'est un point de vue macro, bien entendu, dans le sens où voilà, on a joué l'aspect pivot, pas pivot, etc. Mais on va vite revenir à l'aspect micro dans ces prochains mois, c'est l'aspect, ok, et les profits de mes sociétés. Est-ce que j'ai certaines sociétés qui continuent de réussir à croître dans cet environnement où tout le monde serre un petit peu la vis et se méfie un petit peu plus?
par anticipation, et est-ce qu'on va être dans la capacité de conserver les marges? Donc on a vu dans les résultats, il y a eu à boire et à manger dans les résultats de ce trimestre-là, et donc on va vraiment attendre, je dirais, début 2023 pour commencer potentiellement à voir ce que le marché va décider. Est-ce que le marché décide de jouer le fait que la récession sera timide, et auquel cas, comme on le voit déjà depuis le mois d'octobre, on a un bon retour sur les cycliques? Ou est-ce qu'on va commencer à avoir peur que cette récession va être plus importante, plus dure que ce que l'on croit? Et auquel cas, il faudra faire très attention à ces valeurs cycliques. D'un autre côté, la Fed fait du pivot, etc., où on va moins monter les taux, tout ce que vous voulez. Ça permet de faire un bon rebond sur la croissance. Maintenant, la vraie question, c'est OK, quelle est la prochaine étape que le marché veut jouer? Est-ce que le marché veut jouer le fait que la Fed n'ira pas jusqu'au bout et va pivoter bien avant que ce qu'elle avait prévu jusqu'à maintenant, sur fond de potentiellement effet domino, crise de liquidité, quelques faillites à droite et à gauche qui poussent les banques centrales potentiellement à ne pas baisser leurs taux drastiquement, mais à reprendre du quantitative easing. Et donc là, on peut avoir des valeurs de croissance. Et dans tous les cas, en fait, ce qu'il va surtout falloir en 2023, c'était vrai en 2022, ça sera encore plus vrai en 2023, c'est la sélectivité. C'est globalement, on le voit, même au sein de secteurs, c'est être sélectif sur les actions. Donc on est re-rentré dans un marché qui prône et qui donne de la performance essentiellement à des investisseurs qui sont actifs et qui sont sélectifs dans leur choix. Et globalement, qui savent jouer un petit peu les sous-vagues, puisque c'est essentiellement ça. Donc là, quand on va sortir de cette année-là, quand on fait un petit peu le topo de ce qui s'est passé cette année-là, globalement, c'est limite à se couper les veines au couteau à beurre, mais si on regarde la performance du CAC 40, bon, je veux dire, si vous étiez dans une grotte pendant toute l'année et que vous sortez de la grotte et que vous regardez la perf du CAC 40, bah, à ce stade-là, vous dites, bon, ok, on fait du moins 6, moins 7% actuellement sur l'année. Je veux dire, c'est moins grave que ça en a l'air. Alors, comme on le voit, on a quand même une année qui est très erratique et surtout très volatile. Et donc, vous voyez un petit peu la force des sous-vagues à chaque fois. Donc, ce qui est très intéressant également, je trouve, c'est de voir que ce sont les sous-vagues haussières qui sont les plus fortes et les plus rapides, alors que les vagues baissières sont plus construites. Ça, typiquement, ça valide toujours le fait qu'on est dans un marché qui reste en convalescence et qui reste avec un biais baissier de fond. Et là, la question maintenant que l'on se pose, c'est est-ce qu'on est en train de changer de paradigme? Parce que depuis la cassure des 6400 points, bah, potentiellement, on est en train de changer de paradigme. Mais on ne pourra en avoir la conviction profonde que, justement, en voyant la suite, c'est une suite de construction. Alors le CAC peut toujours éventuellement avoir un petit peu de jus sous la pédale pour aller chercher 6730, 6008, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, que l'on aille chercher ce niveau-là, ou que l'on consolide maintenant, ou que l'on consolide plus tard, il faudra consolider, et il faudra voir justement dans cette consolidation la force des acheteurs. Et la force des acheteurs, on va la voir, on l'a vu déjà un petit peu hier, par la tenue très rapide des premiers supports. C'est-à-dire que ce qu'on ne veut pas voir, c'est des vendeurs qui arrivent à reprendre la main, un petit peu comme ce qui s'était passé en septembre, et qui laminent les supports un à un. Et on a certes une réaction acheteuse, mais un petit peu dans le vent, c'est-à-dire qu'on a laminé tous les supports, et qu'on a un petit peu cette réaction, mais qui est une réaction plus technique que finalement de construction. Donc globalement, ce qu'on ne veut pas voir, c'est ce genre de volatilité-là, comme on a vu cet été. Ce qu'on veut voir, c'est justement une réduction de la volatilité, et un peu plus de zigzag, et peut-être un truc qui va prendre plusieurs semaines à se construire. Donc c'est ça, si on veut rester positif, si on veut croire qu'on est éventuellement en train de sortir de la tendance baissière et plus de neutraliser la tendance, c'est cette construction qui va commencer à nous donner des indications. Donc pour moi, ce que je veux voir sur le marché, c'est un marché qui ne repasse pas en dessous des 6390. C'est-à-dire, si le marché me fait un truc comme ça, ok, très bien, je jouerai peut-être ce rebond-là, mais ça, pour moi, ça sera trop puissant. C'est pas moche dans le sens, ça continuera de la construction. Les 6200 points sont aussi un niveau très important, mais disons que je pense qu'on aura cassé un petit peu la dynamique, et globalement, il faudra rester encore méfiant et juste à jouer les mouvements intermédiaires. Pour autant, si le CAC plutôt, alors il peut aller chercher un petit coup là et puis après construire et tout ce que vous voulez, mais si on reste en gros dans cette dimension-là, au-dessus des 6400, 6390, 6400,
c'est là où la construction peut commencer à être saine. Donc vous l'avez vu, si on va regarder, on regardera tout à l'heure, on avait pas mal de valeurs, etc. Il y a beaucoup de trucs qui sont montés un petit peu en ligne droite. Donc c'est normal de consolider maintenant, mais ce qui va être le plus important, c'est la taille des retracements, la force des retracements. Et tant que les retracements sont faibles, il faut considérer qu'il y a suffisamment de puissance acheteuse. Et donc on continue d'éventuellement jouer le coup et jouer, pourquoi pas, une nouvelle jambe pour aller chercher des objectifs un petit peu plus hauts. Je pense notamment à 6750, en gros 6008. Donc voilà un petit peu où on en est. On est au milieu du gué, mais pour autant, le biais acheteur est toujours là pour moi, au-dessus des 6500 points en premier lieu, et à moyen terme, je resterai encore positif globalement au-dessus des 6400 points. Tout en restant très sélectif, puisque ça c'est le CAC 40, et il nous envoie une illusion. Et en gros, il y a un petit peu à boire et à manger quand on va faire un deep dive un petit peu plus dans le marché global. Il y a des valeurs qui ont déjà traversé tout leur support. Donc là, pour moi, clairement, c'est de la faiblesse. Et il y a d'autres valeurs qui arrivent à tenir le moindre petit retracement de 20-23%. Et ça arrive à tenir. Donc ça, c'est pour moi un témoin de force. Ce qui va nous intéresser également, donc c'est le Nasdaq. Et la grosse question sur le Nasdaq, c'est en gros, donc il est en retard, bien sûr, on voit toute la surperformance des valeurs cycliques et des indices qui surpondèrent des valeurs cycliques, comme le CAC 40 et le DAX notamment. Et la grosse question maintenant, c'est de se dire, alors est-ce que le Nasdaq, il était en retard parce que il est faible dorénavant et c'est le changement de paradigme où le marché est en train de faire sa rotation, a déjà fait en gros, mais il privilégie plus les cycliques que les valeurs de croissance. Et donc certes, on a cet effet pivot Fed, donc on fait du rebond, rattrapage sur... Donc voilà, et où est-ce que globalement on a encore donc un effet rattrapage à jouer sur le Nasdaq qui pourrait revenir chercher cette zone des 12004 par exemple. Donc toute la question maintenant, elle est là, c'est-à-dire on est là aussi un petit peu au milieu du gué, on sent que voilà, ça manque un petit peu de jus, c'est un petit peu plus compliqué. Pour moi, on a touché une résistance ici, mais globalement, ce qu'il faut se dire, c'est ok, donc là, je trouve qu'on manque un petit peu de jus et de news éventuelles pour partir en mode seconde jambe tout de suite. Donc un petit peu ce qu'on avait fait cet été, donc pour moi on n'en est pas là. Donc éventuellement on voit le marché qui pourrait continuer de peut-être un petit peu construire dans ce sens-là et potentiellement construire une espèce de congestion dans un biseau. Et là ce qui sera important pour le Nasdaq globalement, c'est de réussir à conserver un petit peu cette zone-là. Donc un petit peu de créer une médiane. Et si je nettoie un petit peu la chambre, hop, voilà. Ça nous crée une espèce de triangle et ça nous permettrait de revenir sur une zone médiane. Pour moi, voilà, c'est là où le pivot se trouve, c'est-à-dire qu'à ce stade-là, je pense qu'il ne faut pas tuer la seconde jambe haussière éventuellement sur la croissance, il faut juste se dire que voilà, elle peut potentiellement demander un petit peu plus de digestion par rapport à la hausse que nous venons de vivre et il faut que le marché un petit peu se ressource. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est que pour moi, je continue de jouer éventuellement une seconde jambe haussière sur les valeurs de croissance, donc typé Nasdaq, tant qu'on va conserver globalement cette zone des 11003, 11002. C'est pour moi le gros niveau. Après, la question que je me pose, voilà, c'est comment on va construire. Et comme tout le monde, je suis en observation. Donc là, on voit le marché qui rame un petit peu plus aujourd'hui. Donc voilà, c'est pas ce qui va me pousser à prendre des positions maintenant en me disant, on va relancer tout de suite. Donc pour cela, il faudrait, on le voit, si j'arrive à tracer droit, il faudrait au minimum repartir en cassant les 11 800 pour arrondir. Et là, à la limite, on se rejouerait un coup de 12 000 et puis ça sera vraiment cette zone-là. Mais surtout, ce qui est, je trouve intéressant, c'est que justement, si on ne relance pas, beaucoup de personnes vont dire, bon, c'est pas super fort, donc du coup il faut se méfier bien entendu, mais ce qui sera plus intéressant du coup, ce qui pour moi c'est que du coup si on commence à digérer et qu'on commence à construire notre congestion et à mettre énormément de séances dessus, donc potentiellement en fait on va réduire la volatilité, alors peut-être que voilà on va s'enquiquiner un petit peu pendant quelques semaines, mais pour autant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je préfère largement qu'on mette plusieurs jours à construire quelque chose ici, à bien toucher les supports, bien toucher les résistances, bien créer notre congestion, qu'elle soit bien claire, plutôt qu'on reparte tout de suite berserk. Parce que repartir tout de suite berserk, bon, c'est très bien, on va faire quelques plus-values, etc. Mais d'un point de vue moyen terme,
c'est des tendances pour moi que je trouve fragiles. Je préfère quand justement elles construisent et qu'on a pas mal de zigzags. Donc là, c'est ce que j'attends de voir. Est-ce que le marché est dans cette capacité de tout de suite relancer? Là, sur la séance du jour, on se dit moyen moins. Et donc, un petit peu au milieu du gué. Donc, je dirais, tant que vous ne dépassez pas les 11 008, on ne joue pas la relance. Et tant qu'on ne passe pas en dessous des 11 005, on ne joue pas éventuellement un test un petit peu plus bas sur cette zone des 11 002, 11 003 qui serait intéressante. Et entre, on est un petit peu coincé. Donc on se fait un petit peu balloter. Donc pour moi, c'est plus une zone d'observation là, ou d'accumulation progressive dans certaines positions qui m'intéressent, plutôt que avoir un biais précis haussier ou baissier. Là, voilà, je pense que c'était important, après la hausse que nous avons connue, de faire cette digestion-là. Et donc pour moi maintenant c'est de l'observation un petit peu de cette digestion. On va regarder les taux puisque c'est toujours le nerf de la guerre bien entendu. Ce que je trouve très intéressant sur les taux, c'est qu'on se retrouve dans la même idée, c'est qu'on a eu une grosse réaction, on est en train de consolider, mais je ne vois pas un truc comme ça à ce stade-là qui serait une grosse reprise des vendeurs et donc une hausse des taux et qui serait évidemment très négatif. Non, je trouve que c'est plutôt construit justement. Donc ça se fait plus calmement. Donc je trouve que c'est ça qui est le plus intéressant sur le marché, c'est justement de ne pas aller trop vite en besogne en se disant bon ben ça y est, la hausse est déjà finie. Non, c'est maintenant que ça va se passer, dans cette construction, dans les congestions que l'on va créer, dans la capacité de réussir à tenir les anciennes résistances qui deviennent support. Et là, sur les taux, très rapidement, ça va être cette zone des 95 grosso modo. Et de là, ça va être là où ça va être intéressant de voir si le marché est dans la capacité de jouer une seconde jambe. Alors ça part d'une seconde jambe sur les taux, donc une nouvelle baisse sur les taux, et une seconde jambe potentiellement sur l'euro, sur l'or, sur l'argent, ce genre de choses-là. Pour autant, il ne faut absolument pas remettre en cause que, d'un point de vue taux, ici, comme vous le voyez, on reste toujours dans une grosse tendance baissière. Donc ça, c'est le prix des obligations, donc ça veut dire une tendance haussière sur les taux. Donc certes, comme pour le dollar, certes, on a en effet des reflux, des corrections qui permettent d'alléger un petit peu la pression sur les marchés actions. Mais là, maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est que même si on a la seconde jambe, très bien, on la jouera, mais même si on a cette seconde jambe, il ne faudra pas omettre que ça reste une tendance baissière. Ce qui est d'autant plus important à regarder sur les taux, c'est que cette seconde jambe, selon la force qu'elle va avoir, on pourra savoir si le marché est en train de faire baisser les taux parce qu'il pense ralentissement, tranquille, ou si on accélère vraiment en mode seconde jambe bien pentu, si on commence à se dire récession peut-être un petit peu plus forte. Et auquel cas, on aura une petite rotation en mode sous-vague, je ne pense pas sur du long terme, mais je pense en mode sous-vague, où on reprivilégiera un petit peu les valeurs de croissance par rapport aux valeurs cycliques qui se prendront quelques tampons. Mais tout ça, voilà, ça sera une sous-vague. Et pour 2023, pour moi, ça sera encore une année très charnière où ça sera intéressant avec ce jeu de la récession pour pouvoir commencer à jouer les profils un petit peu plus moyen-long terme, justement. Donc il faut s'attendre encore à de la volatilité. Il faut s'attendre qu'on continue de jouer un petit peu en mode vase communicant entre les cycliques et les valeurs de croissance. Et 2023, petit à petit, je pense qu'on construira justement les configurations qui nous permettront de jouer à un moment donné, je pense, plus les valeurs cycliques d'un point de vue plus durable. Donc c'est la récession qui va être maintenant, je dirais, le nerf de la guerre et l'ennemi public numéro 1 entre récession douce ou récession pas douce. Et c'est ça qui va nous départager les schmilblick. Évidemment, donc, quand on regarde le pétrole, on a aujourd'hui, alors c'est ça pour moi le plus intéressant, élection américaine terminée, midterm terminée, pouf, comme de par hasard, on commence à se dire ah ouais, le ralentissement économique, la récession, c'est normal que le pétrole baisse. Ok, donc c'est toujours très intéressant de voir la manipulation entre guillemets stratégique, géopolitique d'un certain nombre d'éléments. Donc là, l'élection est faite, paf, on s'affaisse. Bon, on reste globalement toujours dans quelque chose de très neutre entre les 80 $ et les 100 $, globalement, donc il y a 20% d'écart. Donc c'est ça qu'il faut continuer de construire, mais voilà, ça va être très flat. Alors ce qui est très intéressant également, c'est que donc les valeurs énergie
qui ont surperformé cette année et qui ont permis notamment à des indices comme le Dow Jones, des indices comme le CAC, des indices comme il y a un paquet d'indices qui ont pas mal de pétrolières, etc. et qui ont pas mal d'entreprises qui sont liées également à l'énergie, donc tournées plus cycliques, industrielles et compagnie, qui ont permis justement de surperformer par rapport à ça. Donc ça, va falloir regarder. À ce stade-là, j'en tire pas de grosses conclusions. Pour moi, on reste voilà, dans de la configuration qui est assez neutre, mais pour autant, on a cassé dorénavant sous les 92, je dirais on a cassé la dynamique haussière. Donc là, on valide bien le fait qu'on rentre en désinflation. Et maintenant, la grosse question, c'est de savoir, ok, désinflation oui, mais à quel rythme ? Ralentissement économique, oui, mais à quel rythme? Donc c'est ça maintenant qui va nous occuper. Ça va être le rythme un petit peu de la descente. Et on le verra, si le rythme est trop puissant, ça sera oh mon Dieu la récession, et vous verrez, on reparlera, ça sera le comble, mais on reparlera de oh mon Dieu, on va peut-être repasser en déflation. Bon, on n'y est pas encore, mais ça sera en 2023, ça sera intéressant justement de voir cet aspect-là, alors que tout le monde nous dit de ne plus penser à la déflation, ça sera intéressant de voir justement la force des pentes. Donc on va jouer que sur ça. Pour moi, 2023, globalement, je passe beaucoup de temps là-dessus, mais pour moi, voilà, je vous l'avais dit dans différentes chroniques, ça fait déjà plusieurs mois, où voilà, pour moi, c'était cet aspect-là, c'est-à-dire l'ennemi public numéro 1 n'est plus l'inflation, l'ennemi public numéro 1 et la récession, est-ce qui va vraiment nous départager les sous-vagues maintenant, et ce qui nous intéresse en tant que trader, ça va être comment le marché va anticiper la force un petit peu de la vague. Et il y a une multitude de débats, je ne rentre pas dans le détail, des raisons X ou Y pour expliquer si on va s'en prendre une bien comme il faut, ou si la Fed est en train de mener ça aux petits oignons, on verra bien. Bon, j'ai plus grand chose à dire. Tiens, on peut faire un coup de euro-dollar. Donc là, on consolide. Donc on a eu le mouvement et on est en train de consolider. Ce que je trouve le plus intéressant, comme sur les indices actions, comme sur les taux, c'est que la consolidation se fait tranquillement. Ça, pour moi, c'est ce que je trouve le plus intéressant. C'est qu'on se fait tranquillement. Alors, on peut éventuellement accélérer. Il ne faut pas sous-estimer le fait qu'on peut taper une seconde vague ici pour aller chercher l'oblique, hein. Et après, peut-être qu'on consolidera un petit peu plus fort. Mais ce que je trouve le plus intéressant, voilà, c'est que maintenant, on a eu un bon premier mouvement, on le digère, on voit qu'on ne le digère pas avec force, donc ça veut dire que les acheteurs sont quand même toujours là. Et globalement, je dirais qu'au-dessus des 1, la parité, on reste dans cette configuration de construction de retournement, qui peut prendre encore du temps, il faut laisser digérer, congestionner, etc. Et c'est ça qui va m'intéresser. On ne sous-estime pas pour moi la seconde jambe, et peut-être une digestion plus forte ensuite, mais c'est ça qui sera le plus intéressant, seconde jambe ou pas, dans cette digestion, c'est ça qui réduit la volatilité, c'est ça qui va concaténer les choses, donc c'est ça qui va permettre un petit peu de souffler et de pouvoir prendre un petit peu le temps de poser les choses. Et ça, je pense que ça va faire du bien au marché. Pour la confiance, pour l'aspect confiance. On peut regarder un coup d'or aussi, donc on se retrouve à peu près avec les mêmes dispositions sur l'or, c'est-à-dire un gros mouvement impulsif, on arrive sur la résistance, on digère, pas si fortement que ça, hein, je veux dire, si l'or pourrait digérer jusqu'à 1700 $, hein, 1700, 1680, que ça ne changerait pas le schmilblick, que là on peut avoir une belle congestion à se mettre sous la dent, qu'il faudra casser par le haut évidemment pour vraiment valider le renouveau. Mais voilà, pour l'instant donc on prend notre temps. Donc il ne faut pas sous-estimer que voilà, on peut tenter du rebond, mais après à un moment donné on peut revenir sur les 1700 $ pour une raison X ou Y. Mais c'est ça qui va vraiment m'intéresser, c'est que je ne sais pas dire là maintenant si on va y aller tout de suite ou si on va prendre notre temps, si on va faire une deuxième jambe. On n'est pas à l'abri hein, là de pousser une deuxième jambe pour revenir tester les 1800, 1810 et après d'attaquer la conso. Hein, on retrouve à peu près la même chose sur beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que voilà, je me dis, c'est une séance aujourd'hui un petit peu mode milieu du gué et c'est en mode trading. Si on dépasse
Les résistances, voilà, on ira jouer la seconde jambe. Si on casse les supports court terme, on ira jouer un truc un petit peu plus profond. Mais dans tous les cas, pour moi, je reste acheteur sur la conso. Je reste avec un biais acheteur à ce stade-là. Au niveau de l'argent, c'est la même chose. Donc on consolide, on est venu chercher la résistance. Maintenant, on est en train de consolider. Bon, est-ce que ce support-là va suffire? Est-ce qu'on va aller chercher peut-être 20, 30, etc. Peu importe, quelque part. À moyen terme, on a neutralisé la tendance et donc c'est ça qui nous intéresse. C'est maintenant comment on construit, comment on congestionne cette zone-là et comment on en sort. Et après, sur la sortie, on jouera la prochaine sous-vague et donc la seconde jambe un petit peu sur tout ce dont on a parlé. Voilà globalement ce que je voulais dire aujourd'hui sur cet aspect-là. On peut passer aux différentes actions. Bon, il n'y a pas grand chose à dire globalement parce qu'on est dans, vous voyez, de la conso à plat. Donc sur Air Liquide, c'est le cas. Donc petite conso à plat, on a un bon support ici sur les 130. Donc là, on est coincé. Si on arrive à sortir par le haut, c'est ce qui permettra d'aller tenter de jouer une seconde jambe. Pour autant, il ne faudra pas parler de plus haut, etc. Pour moi, ça restera voilà, une seconde jambe. Oui, limitée dans son potentiel par rapport à la première jambe qu'on a déjà vécue, bien entendu. Et après, ça aura besoin de digérer plus longuement. En tout cas, je le souhaite pour le marché parce que c'est important pour moi, pour un aspect de confiance et pour commencer à se remettre à jouer en mode un peu plus moyen terme. Voilà, donc illiquide c'est propre, Air Liquide c'est illiquide. Air Liquide c'est propre, Alibaba même chose, donc on est bien revenu sur les valeurs chinoises. Pouf, on est en train d'arriver sur la résistance qui est l'ancien support ici. Donc là certainement il faut s'attendre voilà, à du zigzag de la construction, tac tac. Petit à petit, on a nos figures qui commencent à se tracer et c'est ça qui va nous intéresser pour les prochaines semaines. C'est un petit peu comment on vivote là-dedans. Donc c'est pas plus mal. Je serais tenté de dire que j'aimerais éviter qu'on fasse des trucs comme ça. Alors ça serait bien évidemment pour les profits, patata, mais vous auriez forcément un retour de bâton et la configuration continuerait de rester un petit peu erratique pendant plus de temps. Là, je trouve que si on consolide maintenant, qu'on construit maintenant, bah, ça va devenir très très clair, je dirais, à partir du mois de décembre. Ça commencera à devenir beaucoup plus propre. Et donc, ça peut commencer à intéresser pour un petit peu jouer à un moyen terme. Amundi, donc vous voyez, on a une grosse impulsion, on a une conso. Ce n'est pas des consos très profondes, hein, vous le voyez, à ce stade-là. Donc là, éventuellement, on peut avoir une deuxième impulsion. Mais voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que deuxième impulsion, à un moment donné, il faudra consolider un peu plus fort. Mais dans cette idée-là, c'est que ça reste toujours très propre. Donc les acheteurs sont là. Les consolidations sont assez restreintes. Donc il y en a pour moi encore sous la pédale. Le gros facteur, ça va être à Apple, évidemment, sur le Nasdaq. Donc ce que je trouve très intéressant sur Apple, c'est qu'on a pas mal broyé du noir la semaine dernière. Et puis là, pouf, on arrive à repasser un petit peu pas mal de résistance, à s'en resservir comme support. Donc pouf, on se met le pivot ici. Et alors là, quid? Donc en gros, on le voit bien, hein, on a la congestion ici. Donc si Apple est capable de faire un truc comme ça, bah, ça nous donne l'impulsion pour la seconde jambe. Tac. Mais voilà, donc ce que moi je tracerai à ce stade-là, c'est plutôt une configuration de neutralisation à l'intérieur de ce triangle symétrique. Donc on va dire cette zone des 157 en résistance à ce stade-là. Donc on n'est pas à l'abri voilà, de jouer la seconde jambe, mais potentiel limité, je serais tenté de dire, quand je regarde Apple. Et je mets la médiane ici, à 145 pour arrondir. Donc en gros, tant qu'on est au-dessus de la médiane, on joue éventuellement voilà, la congestion et la volonté de jouer cette seconde jambe. On passe en dessous de la médiane, on redevient un petit peu plus prudent sur la suite. Apple, Arcelor, pardon, donc petite conso également, il faut dire, on est monté là en exponentiel, donc on fait la petite conso comme ça, bon, pas de trucs majeurs. Tant qu'on ne fait pas des trucs comme ça sur des valeurs cycliques comme Arcelor, le marché joue le ralentissement éco, mais ne le joue pas en mode oh mon Dieu, la récession va nous bouffer quoi. Donc à ce stade-là, je dirais c'est la construction. Même chose hein, sur les semi-conducteurs, ASM, même chose, donc congestion qui est en train de se mettre en place. Tac, comme ça, là aussi on peut construire un petit peu des médianes, etc. Ça commence à bien construire. Donc tant qu'on arrive à tenir cette zone des 240, OI c'est bon. Il faudra casser par le haut pour croire à la seconde jambe. Et si on casse par le bas, ben c'est là où on redevient un petit peu plus prudent sur la suite.
Atos également est en train de consolider. Pour l'instant, rien de bien majeur. Ce qui m'intéresse pour moi, ça va être le pullback. Alors si j'arrive à tracer droit, toujours un problème à l'heure de l'apéro. Mais l'idée, voilà, c'est fermer ce gap-là et revenir vers cette zone entre 10-10, 10-30, 10-40. Là, c'est une grosse zone de support pour moi qui va être assez importante pour la suite. Et évidemment, sortir derrière de cette figure par le haut pour jouer la relance et essayer d'aller chercher, je dirais, 12,5. Ça serait mon objectif si jamais voilà, on arrive à bien tenir cette zone de support là et à relancer. Si jamais le marché veut faire une seconde jambe. Believe, on en avait parlé déjà depuis quelques semaines. Pour moi, on a atteint le TP, les prises de profit, donc bravo si ça vous a servi un petit peu. CGG, pour moi, c'est toujours un petit peu très erratique. On est toujours sous résistance, donc voilà, ça m'intéresse un petit peu moins. Je saute du coq à l'âne. Vous avez les résultats Valorec de lundi. Je trouve qu'elle est mieux construite. Hein. Alors c'est assez erratique un petit peu. C'est peut-être un petit peu plus clair sur des graphiques hebdomadaires. C'est peut-être aussi l'avantage qu'il faut prendre. Voilà, donc il faut voir les résultats globalement qu'on aura peut-être vendredi. Si on a un marché qui joue à se faire peur et qui revient chercher entre 10,50 et 10, d'un point de vue investisseur moyen terme, je me dis pourquoi pas le tenter. Parce que certes, si le pétrole baisse, très bien, mais je pense que le pétrole ne baissera pas, je veux dire, très, très bas. Donc même si on baisse à 60-70 $, ça reste quand même quelque chose où on sait que certes, on va réduire les investissements, mais on va quand même les pousser plus que ce qu'ils étaient sur ces 10 dernières années, parce qu'on sait très bien que pour faire de la transition énergétique, il faut encore des énergies fossiles, et donc d'un point de vue géopolitique, il faut quand même penser en gros à se sécuriser pour les, je sais pas, 15-20 prochaines années facilement, au minimum, et nous permettre d'aller chercher de l'indépendance énergétique sur le vert. Mais voilà, donc ça veut dire que il faut investir, mais pas trop, mais quand même un petit peu. Donc les parapétrolières, je pense, ont un intérêt là-dessus. Et une valeur comme Valorec, je trouve, dorénavant, est bien plus propre que CGG, puisque CGG, on a vu, a annoncé un certain nombre de retards. Et pour autant, sur 2023, c'est pas une valeur inintéressante. Donc c'est une question de timing, c'est une question de profil, c'est une question d'horizon de placement. C'est surtout ça, aujourd'hui, sur ces valeurs-là, qui est important de définir avant d'y aller. Donc Valorec, pour moi, j'attends les résultats de lundi, mais à la limite, graphiquement parlant, on verra si les résultats de lundi déglinguent le titre ou pas, mais elle est devenue plus intéressante que CGG. Alors c'est déjà le cas depuis plusieurs semaines, mais bon, je suis un peu long à la détente. Core Mining, donc on est sur une minière, donc là ce qui va m'intéresser sur les minières, c'est justement... alors là on voit c'est quand même des corrections assez importantes. Alors j'ai pris Core Mining, honnêtement c'est la moins qualitative de tout le secteur. Quand je regarde du Éclat, un petit peu du Eldorado Gold et tout ça, du Harmony, etc., on voit c'est beaucoup plus propre. Les consolidations également se font, mais également sur des retracements qui sont assez faibles, donc on voit qu'il y a du jus. Core Mining, elle, c'est finalement la moins propre. Pour autant, je la regarde quand même graphiquement parlant, parce que en étant la moins propre, si elle est dans la capacité de tenir ses supports, ça veut dire quand même quelque chose sur le secteur. Ça veut dire qu'en gros, si la plus faible est quand même dans la capacité de tenir des supports, de trouver des acheteurs, ça veut dire quelque chose sur l'ensemble du secteur. Donc ça aussi, c'est quelque chose à regarder. On en avait parlé pour cette fin d'année, les minières, et pour 2023, c'est ça qui va m'intéresser. Donc là, je récupérerai juste cette zone de support qui va être assez importante, et donc tiendra pas, c'est ça qui va m'intéresser pour la suite. On peut aller chercher peut-être jusqu'à 3,10 à la limite, mais j'aimerais pas qu'on vienne chercher plus en dessous, parce que ça veut dire que, ok, peut-être que le scénario est le bon, mais ça va ramer, ça va prendre du temps. Eramet, on laisse construire, donc c'est plutôt pas mal, ça nous permet un petit peu de dégrossir un petit peu le graphique, hop, de nettoyer ce que j'avais tracé peut-être avant, qui n'est plus tellement d'actualité, tac, on crée nos médianes, etc. Donc là, une zone de temporisation, de neutralisation. Donc Eramet, en gros, aura besoin de casser ici par le haut pour commencer à jouer un petit peu plus fort. Mais voilà, même chose, il faut qu'on digère un petit peu cette baisse-là, donc grosse baisse,
Donc là, on fait un rebond un petit peu en mode retracement, etc. Et là, on zigzague, donc on ne sait pas, et on ne peut pas dire encore que la tendance est inversée, c'est trop tôt. Ce qu'il faut, c'est laisser construire et on verra bien sortir par le haut. C'est ce qui permettra de retrouver un petit peu des couleurs. Au niveau de Harmony Gold, bah, même idée, donc on a eu un très fort rebond, on arrive sur la résistance, on consolide pour l'instant, doucement. Donc il faut laisser digérer. Et ce qui va nous intéresser, voilà, c'est on laisse digérer et d'ici quelques semaines, on devrait avoir des choses assez intéressantes, je pense, avec des congestions qui vont devenir bien matures. Hello Group, donc une valeur chinoise également, donc qui a bien boosté, qui est arrivé sur la résistance ici. J'ai pris mes profits, on a fermé le petit gap qu'il y avait là. Et donc dorénavant, on consolide un petit peu sur les valeurs chinoises. Et ce qui va vraiment m'intéresser, donc, c'est que est-ce que c'était juste un coup de rattrapage, etc. Ou est-ce que vraiment, voilà, on se remet à reprendre un petit peu confiance sur les valeurs chinoises, donc on retrouve du flux, parce que ben, on commence à se penser que Xi, voilà, il a joué peut-être les bras durs pour éliminer un petit peu toute concurrence, se faire réélire et compagnie, et maintenant il va peut-être mettre un petit peu d'eau dans son vin, puisque ben, la Chine, on peut dire ce qu'on veut, mais elle a encore besoin des US, donc Taïwan, elle peut y songer très fortement, mais il y a une question de timing là aussi, et à aujourd'hui, globalement, on le voit en sortie de crise Covid, ils n'ont peut-être pas les moyens aujourd'hui de se mettre l'Occident à dos, et le contraire est vrai aussi. Donc éventuellement, voilà, c'est ce qui permet un petit peu de peut-être éloigner un petit peu l'épée de Damoclès au-dessus de la tête de ces valeurs chinoises, donc ça va se regarder. Donc là, on laisse consolider également. Ce qui va m'intéresser sur Momo, donc c'est si on revient là sur la zone des 5,20, 5,30, ça peut se reprendre un petit peu pour essayer de rejouer une phase. Donc là, c'est toute la question, voilà, de la profondeur des consos, tenir les supports, et donc à partir de ce moment-là, on commence à avoir des constructions intéressantes et à se dire, tiens, on joue la seconde jambe. Pas de certitude, mais c'est ce qu'on est en train de regarder. Hermès, ça continue de rester très propre. C'est très beau, c'est très propre, et ça permet au CAC 40 de continuer de performer. On peut aller chercher LVMH, c'est la même idée globalement. Voilà, on a les petits gaps, etc. Le seul point qui serait un gros bémol pour la suite, c'est si voilà, on commence à casser par le bas ce truc-là, ça commencerait à nous dire que tiens, ok, c'était peut-être un petit peu un barreau d'honneur. Mais ce que l'on voit, c'est que globalement le luxe est toujours très puissant, et que dans cette période-là où la récession arrive, mais touche pas encore les plus aisés, à ce stade-là, le luxe continue de nous tirer vers le haut. Ce qui ne nous tire pas vers le haut, évidemment, c'est la bulle crypto, le crack crypto, le FTX, le truc, le machin. Ce qui, pour moi, est encore assez très opaque, c'est qu'on a très certainement énormément d'entreprises qui sont impactées. Alors, ça reste des proportions relativement faibles par rapport au marché action ou encore au marché obligataire. Donc, voilà, je veux dire, on est sur de la crise, on est sur des choses que l'humain est humain et renouvelle et continuera de renouveler, et il ne faut pas oublier la raison pour laquelle on a créé les banques centrales, la raison pour laquelle on a créé la régulation, etc. C'est parce que le marché action, il y a une centaine d'années, c'était la même foire, donc c'était pareil, et on a créé de la régulation, etc. Donc il ne faut pas nécessairement tirer sur la régulation, c'est pas forcément mal. Il y a, comme toujours, un juste milieu à tout dans la modération. Donc ce qui est important ici, c'est que je regarde un titre comme Marathon. Donc là, je fais très attention à ces valeurs crypto un petit peu, parce qu'on ne sait pas lesquelles sont impactées, sont pas impactées. Ils sont un petit peu en train de faire la course. Est-ce qu'ils vont faire faillite, est-ce qu'ils vont pas faire faillite? Donc voilà, on joue pas ça. Mais globalement, je regarde ça pour l'aspect confiance. Je veux dire, le graphique ici parle de lui-même. La confiance, elle n'est pas là. Donc je joue pas. Dès que les graphiques vont un petit peu s'améliorer, que la confiance va un petit peu revenir, ça voudrait dire qu'on aura plus ou moins sorti tous les cadavres du placard, donc on aura suffisamment donné de temps pour éventuellement jouer les effets de domino, sortir les cadavres du placard, etc. Et là, éventuellement, on pourra se dire, ok, petit à petit, peut-être que la confiance va revenir, et donc je me remets à jouer en mode technique, trading, sur des rebonds sur ces valeurs-là. Mais là, pour l'instant, je préfère encore laisser passer le truc. On devrait avoir des annonces à droite et à gauche. Il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de startups également qui avaient placé de la trésorerie et de l'argent qu'ils avaient levé
dans du FTX, dans un certain nombre de cryptos, etc. Et donc, on a un certain nombre de ces startups-là où on est dans un monde aujourd'hui où le private equity également est touché par le resserrement monétaire et donc on ne va pas filer du pognon à toutes ces startups-là aussi facilement. Et si en plus elles ont perdu une partie de cet argent-là en l'ayant mis dans de la trésor, en crypto, etc., ben, vous avez pas mal de ces startups qui vont mettre la clé sous la porte. Alors, d'une certaine manière, ces startups-là, c'est pas non plus ce qui emploie la majorité des gens. C'était majoritairement aussi déficitaire. Donc, en termes d'impact, voilà, sur l'économie, sur des ramifications, sur des banques, sur des fonds, etc., on est peut-être limité. Hein, donc, les ordres de grandeur, je veux dire, sont quand même à relativiser, je pense. Donc on va voir, je pense que les cadavres vont sortir petit à petit. En tout cas, les poteaux roses, ce qui va être très intéressant, évidemment, c'est de commencer à voir tous ces fonds qui étaient censés détenir du Bitcoin ou de l'Ethereum, et il n'y en a pas finalement. Hein, je veux dire, l'humain est humain. Il y a une quinzaine d'années, c'était la même chose pour les fonds or, où finalement, ils étaient censés, avec l'argent des clients, acheter physiquement l'or en face pour répliquer le tracker ou le fonds. Finalement, pouf, il n'y avait rien dedans. L'argent s'était volatilisé, et puis il y a 50 ans, il y a 70 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans, même chose. L'humain est humain, donc je veux dire, il faut considérer que l'histoire bégaye, hein, comme disait, je ne sais plus si c'était Twain ou Marx, mais peu importe. Nanobiotics, c'est une biotech de son état, donc on est toujours relativement méfiant sur sa taille de position. Il y a toujours de la congestion, ce qui nous intéresse c'est le débordement des 4,30 € pour éventuellement jouer une spécu. Il y a Abivax aussi, je ne l'ai pas rajouté, peut-être qu'il peut jouer, mais c'est pareil, c'est du rebond, c'est pour jouer du rebond et ça reste de la biotech. Neoen, donc ça construit toujours très bien. Hein, agréablement surpris là-dessus, donc tant qu'on va tenir les 36 €, ok c'est bon, mais maintenant il faut réussir à casser par le haut pour essayer de valider un petit peu du retournement. Novacite, alors ça cote un petit peu, ça cote moins que la trésorerie même. Alors ils ont une épée de Damoclès avec un procès en UK. Voilà, bon, je fais partie du principe que c'est un titre uniquement pour des traders, et à un moment donné ou à un autre, il va y avoir du rebond spéculatif à jouer là-dessus. Donc ça se garde dans le coin d'un œil, mais voilà, pour la majorité des gens, vous n'allez pas jouer ça, mais voilà, ça, éventuellement, on peut toujours en parler. Là aussi, c'est une biotech américaine, c'est spéculatif, la configuration est plus mature, et on n'est pas loin d'un petit quelque chose. Alors il manque des volumes, c'est pas très épais en volume, mais sur dépassement des 1,05, il y a peut-être un départ qui peut se jouer. PayPal, on joue un petit peu au milieu du gué comme le reste hein, des actions US, donc ça se joue là. Hein, on casse ici par le bas, on va aller refermer le gap, et donc on sera toujours dans cette congestion, mais elle sera un petit peu plus profonde, et donc certainement il faudra laisser un petit peu plus maturer. Et tant qu'on arrive à conserver ça, voilà, c'est le dépassement des 87 € qui permettrait de se remettre dans des dispositions ici, de pouvoir breaker et jouer la seconde jambe. Donc là, voilà, on est très neutre, on est très au milieu du gué, donc c'est pas le moment, je dirais, de pleinement réinvestir les liquidités. On attend un petit peu que le marché nous donne un peu plus de matière. Renault, ça reste propre, pourquoi pas essayer d'aller chercher la zone des 34, 50, qui est la zone d'oblique ici. Mais voilà, sinon on continue le mouvement, hop, et on a les 31,60 en support en intermédiaire. Rheinmetall, ça continue d'être propre, hein, tant que paf, on a validé le support à 170. On a une petite résistance ici, je tracerai peut-être éventuellement, c'est ça que le marché veut y voir. Donc petit à petit, voilà, on est en train de construire notre affaire. Donc ça, je m'en sers comme indicateur un petit peu guerre, donc là, il y a eu quelques contrats et les résultats qui sont bons évidemment. Bon, on continue géopolitiquement de s'armer. Ruby également, ça se regarde. Donc, alors ils font pas que ça, etc. Mais l'idée c'est de se dire ralentissement économique, donc un peu plus de stockage et compagnie. Et c'est un petit peu comme l'idée derrière Vopak et compagnie. Donc là, voilà, on regarde la congestion aussi. Et tant qu'on va tenir cette zone des 23 €, ben, on a une construction qui est plutôt intéressante. Et peut-être que c'est la bonne, peut-être que ça sera la bonne, mais qu'il faudra évidemment casser par le haut. Sanofi,
c'est très neutre à ce stade-là, hein, donc c'est assez défensif. On a un bon support sur les 82 €, la résistance ici sur les 88, et entre, vous faites un petit peu de zigzag. Sartorius, ça va se jouer là aussi, c'est là où ça va être intéressant, c'est dans la capacité. Donc on est venu chercher la résistance, on vient chercher le support, donc voilà, tant qu'on reste dans cette configuration-là, c'est la congestion qui se met en place. Il faudra casser par le haut, évidemment, pour retrouver des couleurs, je dirais, à plus moyen terme. Si on casse par le bas, tout sera à refaire, et ça n'aura été qu'un coup, une sous-vague dans une tendance qui demeure baissière, hein. Voilà, si on peaufine un petit peu l'oblique dans cette idée. Société Générale, donc les bancaires, pour l'instant, c'est assez flat, hein, donc on peut lisser un petit peu les figures. Même chose ici, DAC. Je serai dans une phase de congestion. Il y a de quoi rester positif, hein, globalement, je dirais, au-dessus des 23 €. Ça serait bien de les conserver, 22,90, 23 €. Et après, ça jouera la congestion. Et il faudra en sortir par le haut. Et là, ça voudra dire qu'on joue un peu plus cyclique. Stellantis. Tac, même chose que sur Renault, il y a peut-être un petit peu de potentiel supplémentaire. On a les supports là qui commencent à devenir bien touffus sur la zone des 13,80 €. Donc en gros, tant qu'on va tenir cette zone-là, on est en face d'un retournement qui aura peut-être besoin un petit peu de digérer, mais globalement, tant qu'on va tenir cette zone des 13,80 € à moyen terme, même si on a de la conso, on est en train de jouer peut-être la cassure par le haut. Donc là, ça va se jouer là, hein. Je veux dire, si on commence à casser ces valeurs-là par le haut, bon, ben, le marché est en train de jouer que le ralentissement économique, ok, mais ça va aller, on va se le faire. Si on commence à péter les 13,80 là, ok, revenir, alors il y a d'autres supports, hein, sur la zone des 13,30, etc., mais si on commence à péter tout ça trop violemment, bah là, ça veut dire que le marché a peur vraiment de la récession et se dit on va se faire bouffer. Donc, et là, les cycliques performent nettement moins. Donc, c'est à regarder tout ça. Thales, c'est très neutre. Je laisse faire pour l'instant. Total Energy, commence à faire pas mal de mèches hautes. Donc, on commence à se dire qu'on a peut-être atteint un petit peu un point haut. Ce qu'on peut regarder, c'est cette oblique-là. Il faudra la casser par le bas pour se dire qu'on entame la conso. Et au-dessus des 54 €, ça reste globalement toujours positif, hein, à un moyen terme. C'est juste à court terme, éventuellement, un petit peu de conso. On le voit avec le pétrole peut-être qui baisse. Donc voilà, ça peut avoir un impact également sur le CAC 40, il ne faut pas le négliger. Trigano, c'est de la conso également. On arrive sur un premier niveau de support, donc éventuellement pour relancer. Si ce n'est pas suffisant, je dirais la zone des 103. Ça reste voilà, des valeurs aussi qui vont être très intéressantes à regarder en construction. Ubisoft, c'est pas la même. On joue dangereusement avec le support. Il faudra le conserver. Sinon, bon, bah, on va ramer encore un petit instant. Valorec, on en a parlé. Visiomed, donc c'est plus spéculatif. Si ça vous intéresse, pour moi, ça se prend uniquement dans la capacité de casser cette oblique-là. Vivoryon, on en avait parlé la semaine dernière, si je ne m'abuse. On avait une belle congestion qui s'était mise en place et cette semaine, on a eu le break. Et donc, on est venu casser plusieurs niveaux. Tac, celui-là, on clôture, on ne le casse pas. On est venu chercher un premier niveau de résistance là, mais voilà. Alors, sur conso, ça peut se reprendre parce que, in fine, je pense qu'avec... alors, aujourd'hui, sur l'académie, j'ai annoté que voilà, il y avait une bonne prise de profit à faire. Mais partielle, hein, pas sur toute la position, parce qu'avec le reste de la position, je pense qu'on peut aller essayer de tenter le gap. Alors, si on reconsolide, ça sera bien d'accumuler, donc là, je dirais que dorénavant, la zone des 9 est un bon niveau, éventuellement, pour jouer ce scénario-là. Worldline, c'est beaucoup plus timoré, alors ça reste au-dessus des supports, des 42 €, mais donc c'est toujours très neutre à moyen terme, mais à court terme, on a cassé un petit peu la dynamique. J'aurais aimé qu'on ne revienne pas trop profondément là-dessus. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que ces vidéos vous aident. N'oubliez pas donc de mettre un pouce en l'air si tel est le cas, de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos, de me dire en commentaire également ce que vous trouvez d'intéressant, comment vous voyez la suite des opérations. Voilà, et on prépare globalement la fin d'année et cette année 2023, je continuerai de publier des vidéos un petit peu dans cet aspect vue hélicoptère et perspective, et on fera comme le m'ont proposé certains, comme j'ai déjà fait ces peut-être 2 ou 3 dernières années, une espèce de liste d'actions, en gros de top 5, quelque chose comme ça. C'est toujours très difficile de se limiter à 5 valeurs, mais une espèce de top 5 pour
pour cette année 2023, justement. Donc ce sera intéressant de voir dans ce que la communauté pense, de voir un petit peu la proportion, je dirais, de valeurs cycliques et de valeurs de croissance. Ça sera très intéressant pour voir si l'année 2022 a servi de pivot sur cet aspect-là complètement ou pas. C'est ça aussi qui est intéressant dans ce genre de débat. C'est pas vraiment de savoir quels sont les top 5, etc. C'est de voir un petit peu dans les secteurs qui sont choisis et dans les familles de valeurs qui sont choisies, un petit peu qu'est-ce qui ressort. Donc là, c'est intéressant pour voir les biais, les différents biais psychologiques. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi pour la suite des opérations. Et voilà, bon week-end les graves. Salut.